Alors mon projet de diplôme c'était autour de la collecte de la pluie. Donc il y avait une partie qui était vraiment plus dédiée à des scolaires, qui permettait de faire comprendre à des élèves de 5e, des collégiens, ce que c'était que la pluviométrie et ce qu'il y avait dans la pluie aussi, et qui leur proposait de récolter des échantillons de pluie pour permettre de comparer les échantillons des différentes provenances. Il y avait aussi un kit d'outillage qui leur permettait de mesurer la quantité de pluie qui tombait dans leur école et de comprendre comment on passait en fait du prélèvement réel de la pluie à la constitution d'une image scientifique, donc un graphique, par des voies très directes. Ils mesuraient vraiment la pluie, ils venaient prélever avec des pipettes dans un pluviomètre des quantités de pluie qui, elles, ensuite étaient placées sur un socle. Et petit à petit, ça générait un graphique. Ça leur permettait de comprendre vraiment le passage entre la réalité et l'image scientifique. La troisième partie, c'était un abri, collecteur d'eau. C'était un abri qui était la réunion entre un point d'eau, donc un peu qui rappelle l'idée du puits, et d'un abri. Et en fait, la toile de protection servait aussi de récupérateur d'eau et l'eau qui tombait sur la toile convergeait dans un bassin central qui permettait aussi de mettre en tension la structure. Et le dernier volet, c'était un exercice plus personnel de recherche autour d'images qui pouvaient être générées par la pluie. C'est un papier qui est rendu hydrosensible quand on l'expose à la pluie pendant un petit temps. Les gouttes s'impriment sur le papier, changent sa couleur. Donc ça permet de générer des images qui sont à la fois graphiques, purement plastiques, mais en même temps qui sont pseudo-scientifiques parce que elles donnent quand même une image assez concrète de l'impact des gouttes, leur densité, leur forme, etc. Mon mémoire, c'était déjà un parallèle entre l'évolution biologique et l'évolution des objets. Et il y a plusieurs thèmes que j'ai abordés, traités dans le mémoire, qui m'ont inspiré sur cette idée de domestication, de rapport au vivant, de rapport aux éléments. Je suis très intéressé par la question de l'eau, la qualité de l'eau, plus du point de vue des rivières et de la nature. Et en discutant avec des scientifiques que j'ai rencontrés dans le cadre du projet, que ce soit des météorologues ou alors des hydrobiologistes, enfin des gens qui s'intéressent vraiment à l'eau, ce qui se passait à l'échelle de la pluie, de tout ce qu'on peut trouver dans la pluie, de tout ce que, enfin de toute la façon dont en fait la pluie replaque sur le sol des éléments de pollution ou autres. Enfin, tout ce qui est autour du cycle de l'eau, ça m'intéressait beaucoup. J'ai été très inspiré par ce que j'ai fait au primaire, parce que j'avais un maître d'école dans mon village qui fonctionnait sur la méthode Freinet, qui est une méthode qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans l'enseignement de l'ENSI, qui incite beaucoup les élèves à faire par eux-mêmes, etc. Et du coup, l'idée d'emmener le projet dans une école pour vraiment construire quelque chose, ça me plairait beaucoup. Voilà. Alors, mon projet s'appelle l'Atelier Faire Savoir et il s'attache à faire découvrir les métiers manuels par le biais de la fabrication d'un objet. L'objectif, c'est de créer des déclics pour l'orientation ou la reconversion de personnes. C'est un support, si vous voulez, d'apprentissage. Concrètement, l'atelier est conduit par des bénévoles qui accompagnent sur un temps court quelques personnes et qui leur transmettent leur savoir-faire. J'ai procédé en plusieurs grandes phases, mais les deux grandes étapes, c'est d'abord une phase de concertation avec les habitants pour définir quel objet on va fabriquer, avec la contrainte que ça va être un objet à usage collectif potentiellement. Et une fois qu'on a défini l'objet, on le co-conçoit avec les hommes ou femmes de métier qui ont la connaissance vraiment précise. J'ai testé et expérimenté, vraiment ancré sur un territoire particulier ce projet, dans le bassin minier de Nord-Pas-de-Calais, autour de la ville de Lens. Mais je l'ai pensé comme un système réplicable dans d'autres régions. Et donc j'ai vraiment pensé le modèle économique du projet et le modèle d'implantation sur un territoire. Dans le Nord, pour l'exemple, je travaille avec des parents d'élèves et des jeunes d'un quartier prioritaire et on a décidé de travailler sur du mobilier de fête de quartier. Et l'objet très tôt est apparu comme une évidence. Et j'ai du coup décidé ensuite, dans un deuxième temps, de collaborer avec des apprentis de l'AFPA chaudronnerie. Et c'est avec eux que j'ai conçu l'objet très tôt. Aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, c'est de travailler sur des objets ou des aménagements ou des services appliqués à des domaines sociaux au sens large, mais avec une forte orientation vers tout ce qui est système d'apprentissage ou de sensibilisation ou d'éducation. C'est quoi le design territorial finalement? Quel peut être l'apport du design sur la valorisation d'un territoire? J'ai travaillé sur un projet qui s'appelle PAC, ça veut dire Projet d'Action Création,
Et c'est un projet pédagogique mené au sein de classes de collège, donc qui est constitué d'un protocole et d'outils un peu calés sur les méthodes de conception d'un projet de design. J'ai découvert la méthode de l'incrémentaliste. Donc c'est Lucien Kroll qui se reconnaissait là-dedans. En fait, c'est apprendre à marcher en marchant. Donc c'est un peu la science de la débrouillardise pour arriver à son objectif. C'est la manière dont j'ai mené le mémoire et où j'ai compris en fait on n'apprenait pas tous de la même manière. D'amener ça au moment du collège où il peut y avoir aussi de l'ennui et un décrochage scolaire. C'est une méthodologie qui nous met un peu dans des positions un peu périlleuses ou sur le fil du rasoir parce qu'on avance et on ne sait pas trop où on va. Je trouve que c'est une manière saine et finalement assez naturelle d'avancer par tâtonnement. Il y a un autre élément qui m'a pas mal secoué pendant le projet de diplôme, ça a été la rencontre d'un graphiste qui s'appelle Bonfrit. Il m'a invité dans un moment où j'avais du mal à passer à l'action dans le projet, où justement je parle d'apprendre en faisant et de passer par l'action. J'avais du mal à me l'appliquer à moi-même et cette personne m'a amenée sur le terrain lors d'un workshop dans des classes de primaire à Évry. Et c'est vraiment en étant en train de fabriquer des choses avec un public, donc là en l'occurrence des enfants, où je me suis dit mon intérêt, en tout cas mon envie en tant que designer, c'est vraiment de penser un cadre et de donner des outils pour stimuler la créativité des gens, quoi. Au cours du projet, j'ai compris j'ai plutôt découvert le principe d'esthétique, le concept d'esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud, où il perçoit la relation comme une matière. Moi, ça me touche en tant que designer de prendre la relation ou la réunion comme un prétexte pour produire des choses avec un public et des gens. Donner autant d'importance en fait à la relation comme une matière, donc de le voir en tant que designer comme une matière, je trouve ça hyper intéressant, et que ce soit aussi important à la forme que prennent les choses. En tant que designer, on s'intéresse aux formes, aux couleurs, aux matières, et voilà, d'allier les deux et d'avoir le même degré d'importance entre les choses. Donc autant une qualité plastique et autant un projet d'envergure un peu plus sociale. Enfin, c'est un truc c'est un parti pris une démarche en tout cas qui m'anime pour la suite. Voilà. Alors, on va vous prendre... moi, je vais prendre un Astro Bélier. Votre chiffre préféré? Numéro 6, s'il vous plaît. Parfait. En fait, moi, je me suis lancée dans un truc que j'avais jamais fait. C'est-à-dire que tout mon parcours à l'ENSI, j'ai toujours fait de l'objet, des choses matérielles. Et c'est ce que j'ai toujours cru aimer. Pour le diplôme, en fait, en sortant de mon mémoire sur la société de consommation, sur l'illusion de l'utile et du fonctionnel, j'étais complètement désabusée par rapport à ça. Et du coup, en fait, contre toute attente, je me suis retrouvée à faire un projet exclusivement numérique. J'ai décidé de travailler sur la notion de plaisir d'offrir et de joie de recevoir. J'ai fait pas mal de recherches qui s'étendaient de la papeterie au cadeau, à la carte cadeau, aux gadgets, en fait, toutes les manières de faire plaisir. Et plus précisément, j'ai décidé de me situer dans un futur très proche, qui sera le futur où la monnaie n'aura plus aucune matérialité. Dans l'application, qui en fait du coup est plutôt un jeu, l'argent à tous les moments est représenté par ce liquide qui circule parmi des contenus, parmi des messages, parmi des dessins de la personne qui offre. J'ai passé mon diplôme en mars dernier, j'espère que vous êtes prêts, c'était à peu près le moment du bélier. Attention, premier bélier. Il semblerait que je sois flexible et audacieuse. Ambitieux aussi. On a tout perdu. Finalement, l'application même sur laquelle je bossais, c'était ça. C'est faire en sorte que l'argent, le cadeau qu'on offre, il n'est plus vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est le contenu qu'on envoie et le fait de se rappeler à quelqu'un. Et c'est tout. Quand je suis rentrée en diplôme, il y a eu un peu un moment, une phase immense de questionnement sur qui j'allais être comme designer et dans quel champ du design j'allais intervenir. Je dirais que ça a commencé comme ça, au feeling, de me dire je veux travailler dans un projet qui traite de l'espace public. J'aimerais que ce soit en lien avec les espaces verts, des lieux auxquels je crois énormément pour la vie urbaine. Donc je me suis intéressée parmi les espaces verts présents sur le territoire du Grand Paris au Bois de Vincennes, en faisant mon tour des services administratifs et en rencontrant le directeur du Bois de Vincennes, les gens qui y travaillent.
je me suis aperçue que dans le bois, il y avait des ateliers de fabrication, des menuisiers, des charpentiers et des maçons. Et puis en même temps, en continuant de visiter un peu les différents territoires du Grand Paris, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de déchets qui émanaient des chantiers de démolition du Grand Paris. Et j'ai souhaité travailler sur des expérimentations de revalorisation des déchets de démolition. Donc à ce moment-là du projet, il y avait le matériau que je commençais un peu à expérimenter, et puis le terrain et les réalités du terrain. Et finalement, j'ai souhaité m'arrêter sur un projet de signalétique qui guide l'usager du bois dans un temps quotidien, dans un déplacement de commune à commune. On va dire la traversée intercommunale, elle est proposée dès le métro. En sortant du métro, on arrive à rejoindre les abords du bois grâce à des petits clous de signalétique qui sont disposés sur le sol. Quand on arrive dans le bois, à l'entrée du bois, il y a un banc et une table qui créent un peu une ouverture. C'est un peu deux bras ouverts qui invitent à rentrer dans le bois. À chaque croisement, on trouve des bornes comme ça, qui donc à l'échelle arrivent à peu près à la moitié du corps. Et c'est des jalons en fait qui vont guider à chaque croisement pour dire par ici, par là, jusqu'à ce qu'on rejoigne la ville, la prochaine ville. Et pendant ce parcours, l'usager il va croiser d'autres objets qui sont là beaucoup plus pour une signalétique donc moins directionnelle, plus informationnelle, qui va donner du contenu sur l'histoire du bois, nous apprendre ses richesses écologiques, ses richesses historiques, ce qui fait la qualité, on va dire, de son parcours ou de sa biodiversité. Moi, designer, je suis là pour équilibrer donc les besoins, quelque part entendre les besoins d'habitants qui veulent beaucoup plus se retrouver dans des lieux où ils respirent, au sein de la ville, des petites aménités dans l'espace urbain, et faire appel aux bons moyens que possède la ville pour y répondre et pour être porteuse de projets là-dessus. Alors j'ai travaillé sur un banc pour le bord de mer que j'ai dessiné pour une petite plage en Normandie où il y avait très peu d'espace naturel pour s'asseoir. J'ai voulu dessiner ce banc pour qu'il s'intègre le mieux possible dans ce paysage. Et en me promenant sur tout le littoral normand, j'ai découvert une typologie assez classique de cet environnement, de cette région, en bois et béton. Et donc elle date des années 50, 60, reconstruction après-guerre. Et donc je me suis demandé comment je pouvais revisiter cette typologie pour la rendre plus contemporaine. Quand j'ai écrit mon mémoire, j'ai vachement observé, disons, des objets in situ, donc dans des lieux précis. Et je me suis aperçu que la raison pour laquelle j'étais fasciné par ces objets, c'était aussi grâce à leur contexte. Je me suis intéressé à des œuvres d'art, des objets ou des architectures. Et je décrivais ces expériences que j'avais vécues. Et ça me permettait, en décrivant, de donner la matière à l'analyse. Cette description, donc tout le préambule à la découverte de l'objet, était beaucoup plus importante que l'objet en soi. Et c'est ça qui me mettait en condition, qui me conditionnait pour apprécier l'objet. J'ai une manière de dessiner qui est parfois rencontrée. C'est un style qui a été développé par un designer assez connu. Enfin d'ailleurs, pas en collaboration, mais c'est une sorte de style qu'ils ont acté à deux, Naoto Fukasawa et Jasper Morrison. Et ils ont développé ce qui s'appelle le super normal, et qui est le fait de dessiner, ou en tout cas de s'intéresser aux objets qui s'effacent, qui disparaissent dans notre quotidien. C'est comme ça que j'aime dessiner les objets, essayer d'être à l'écoute des contraintes du lieu, des contraintes de la matière, pour développer des formes qui soient le plus effacées possible, qui expriment ces contraintes, mais qui disparaissent, et qui soient des sortes de supports de narration. Les choses, la vie, le mode d'emploi, plusieurs des livres de Pérec, aussi parce qu'il écrit beaucoup. Ça, c'est un livre qu'on m'a donné, produit de terre cuite, parce que je dessine des objets en terre cuite en ce moment, mais surtout parce que c'est fondamental, mais j'en parlais un peu, de connaître les matériaux qu'on utilise et de respecter les contraintes qu'ils nous imposent. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui dessinent des objets, ou qui dessinent des formes surtout, en étant complètement déconnectés de l'essence de la matière. Et ça naît parce qu'il y a des technologies qui nous le permettent, les imprimantes 3D, les découpes laser, etc.
Mais c'est primordial, à mon avis, d'apprendre avant tout à travailler avec les contraintes de la matière, parce que ça fait des formes honnêtes, en fait, tout simplement. Et il ne faut pas tomber dans ce travers. C'est dangereux, parce qu'on devient formaliste, mais sans fond. Tout est parti du vent, mais du vent qui est rentré à l'intérieur de l'habitat. Quand il rentre à l'intérieur de l'habitat, c'est plus du vent, c'est un courant d'air par une fenêtre, c'est le mouvement de convection, c'est-à-dire l'air chaud qui monte, ou alors c'est une personne qui se déplace et qui fait bouger de l'air autour d'elle. Donc je voulais créer des objets qui réagissent à ces mouvements d'air. Ces mouvements d'air donnent vie aux objets, en les faisant bouger, en les faisant danser, et que en fait l'usager ou l'observateur puisse projeter des images dans ces objets. Ça a été un processus global en fait, c'est-à-dire que j'ai autant dessiné la forme que j'ai conçu une collection textile qui allait s'adapter en fait à ces mobiles. Matérialiser le vent, lui donner des couleurs, des matières, des textures. Et donc même dans la collection textile, je me suis attachée à ça. Je suis partie des dunes avec ces sillons, ces rayures libres en fait dessinées par le vent. Je me suis inspirée des nuages et notamment des peintures de Eugène Boudin qui dessine le ciel et qui, à côté de ces esquisses, note la date, le jour et la direction du vent. Je me suis inspirée des vagues qui, encore une fois, est une forme éphémère générée par le vent sur la mer, en fait, qui modèle cette surface, qui la fait vibrer. Moi, mon projet de diplôme, il est vraiment venu du mémoire. J'ai voulu parler du vent et je me suis rendu compte que la meilleure façon de parler du vent, c'était de parler des objets qui utilisent le vent pour fonctionner. J'ai mis en exergue en fait le fait que les objets du vent, ils ont un fort pouvoir imaginaire, c'est-à-dire que celui qui les regarde peut y projeter des images, peut y projeter des rêves, des souvenirs. Je fais de la planche à voile et du kitesurf et du coup, depuis toute petite, j'ai évolué, en tout cas pendant mes vacances, dans des milieux extrêmement ventés. J'ai une relation extrêmement charnelle au vent, c'est-à-dire que pour moi, c'est toute affaire de sensations. J'avais envie de lui donner plus de corps, plus de matière, que d'un coup il apparaisse. Je suis issue de la formation design textile et pourtant j'ai eu envie d'associer de la forme à ça. Et donc du coup j'ai plongé dans cette expérience où j'ai fait que naviguer entre l'atelier métal et l'atelier textile, où j'ai changé le métier à tisser et les fils contre du métal et un chalumeau. Ce temps du diplôme, il m'a permis d'approfondir un peu plus encore ce lien entre le textile et sa mise en forme et ce dialogue avec d'autres matériaux. Quand on parle du textile, je vois encore plus large, c'est-à-dire qu'on peut parler de matériaux souples, on peut parler de couleurs, de motifs. J'arrive beaucoup plus à me projeter dans de la forme et dans du volume par l'intermédiaire de ce projet de diplôme que j'ai réalisé. Tous les matins, je me lève, je me dis bordel, qu'est-ce que c'est cool, quoi. J'ai passé 5 ans à Paris et c'était dur puisque la montagne était loin. Je me suis installé dans les Hautes-Pyrénées il y a 8 mois pour profiter de la montagne et développer l'activité du vélo de montagne et tester mon prototype puisque j'ai prototypé un vélo à Paris dans les ateliers. Ça fait 10 ans que je fais du VTT et plus récemment, je me suis demandé ce que c'était le vélo idéal pour commencer à faire du VTT. Donc en gros, le projet, c'est un vélo qui se décline en 3 géométries, en 3 pratiques différentes. Donc avec un système qui s'adapte aux différents types de terrains auxquels on peut être confronté, que ce soit la ville pour sortir de l'espace urbain, ou que ce soit des sentiers pour monter, ou des sentiers pour descendre. Donc il y a 3 positions. Qui ont été développés. J'ai déposé un brevet là-dessus. Et l'idée, c'était de concevoir un outil d'évasion, un outil simple, efficace, pas trop coûteux à la production, et de montrer que le design, c'était aussi une possibilité d'aller dehors et d'aller explorer et d'aller voir le monde dans lequel on vit, puisqu'il est très très beau. Et là, je développe le projet avec la Satlutech et Milk Industries, qui est une usine de production ici dans les Hautes-Pyrénées, à Lannemezan. L'agence Tranquillemont est née il y a
5 mois, 6 mois. On développe à fond le vélo et on a pas mal de bonnes accroches. On est en train de monter des dossiers pour avoir des subventions européennes et nationales pour en gros proposer des kilomètres et des kilomètres de pistes de vélo et vélo de route, enfin randonnée et VTT. Mon projet, c'était de réinvestir ces espaces, donc ces espaces-là, qui forment des coins dans la ville, en fait, qui sont des retraits d'alignement et qui sont des sortes de des bugs urbanistiques, et que j'ai décidé de réinvestir avec des formes souples et qui amènent aussi à la fois de la mollesse, en fait, vu qu'elles sont réalisées en caoutchouc EPDM, donc comme les sols de jeux d'enfants. Et donc, elles viennent se greffer dans ces coins et lier l'horizontalité et la verticalité pour créer des espaces de repos, des espaces d'assises et à la fois changer en fait juste la perception de ces lieux-là pour qu'ils deviennent aussi plus agréables et plus colorés. J'avais fait un mémoire sur la ville et en fait sur comment on pouvait éprouver un plaisir à se déplacer en ville. Et donc j'ai commencé le projet juste en me baladant en fait et je voulais trouver à la fois j'avais envie de travailler dans l'espace public et j'avais envie de trouver une échelle qui me correspondait, dans laquelle je pouvais intervenir. Donc pas une échelle non plus pas une échelle architecturale dans laquelle j'aurais pas pu tester échelle 1, etc. Ce qui était vraiment intéressant, c'était déjà le fait de se positionner, vraiment de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire après, qu'est-ce qui m'intéresse. Donc déjà, ça a été de trouver un sujet, moi, à investir, donc l'espace urbain, la ville, etc. Aussi comment finalement... Même si la ville, finalement, si on enlève les voitures, si on veut piétoniser la ville, qu'est-ce qu'on fait de ces rues, de tous ces espaces, etc. Donc du coup, ça a été à la fois de trouver un sujet et en même temps, comme j'avais vraiment envie d'ancrer le projet dans la réalité, j'ai été chercher des partenaires. Et donc à la fois, j'ai trouvé des interlocuteurs à la mairie de Paris, donc avec qui j'ai vraiment pu échanger sur la réalité du projet, le contexte. Et à la fois, j'ai trouvé une entreprise qui fait des jeux d'enfants et qui avait du caoutchouc, où j'ai vraiment pu faire des maquettes à l'échelle 1, venir les tester dans la rue, et avec qui aussi j'ai eu un échange sur la faisabilité du projet, le prix que ça pourrait coûter. C'était vraiment de pouvoir ancrer le projet dans la réalité et de pouvoir pousser du coup la réflexion assez loin. Et je trouve que c'est ça qui était vraiment intéressant le temps du diplôme et qui a vraiment permis de faire décoller le projet. C'est quelque chose que j'aimerais poursuivre. Donc du coup, je continue en fait avec la mairie de Paris de contacter des gens pour qu'on réfléchisse à une suite possible. En tout cas, continuer cette réflexion sur l'aménagement d'espace public qui est assez... en ce moment, c'est une réflexion où dans Paris, il y a pas mal de choses qui bougent, il y a pas mal de places qui sont réaménagées. Et du coup, ce serait quand même une réflexion à laquelle j'aimerais prendre part. Voilà. Dôme, Lasso, Rayon, c'est une famille de points d'eau temporaires qui viennent se greffer aux bornes d'accès à l'eau qu'il y a sur les trottoirs pendant les jours ou les mois les plus chauds de l'année. Donc il y a le dôme qui est une bulle d'eau, un dôme d'eau à boire, le lasso qui est un lasso éclabousseur et le trio de rayons qui sont des parois vibrantes à traverser. Ce qui était à la racine de ce projet, c'était une envie de créer des dispositifs réactifs à leur environnement, à la fois réactifs à la saison qui justifie leur présence, réactifs à l'usager qui vient les actionner et interagir avec l'eau, et réactifs à la lumière, au vent, à le paysage qu'il y a autour. Ce projet, il se fait dans la lignée de mon mémoire, pour lequel je m'étais intéressée à la mise en forme des espaces publics extérieurs. L'un de mes partis pris, puisque l'idée, c'était aussi, avec ces dispositifs ponctuels, de venir mettre en valeur un service public qui est présent, qui est l'accès à l'eau, à la mi-chemin entre besoins premiers et usages récréatifs. C'était d'avoir au cœur du dessin de ces objets la plasticité de l'eau elle-même. C'est de là que tire
leur nom chacun des dispositifs. Je crois qu'il y avait une part dans ce projet de comment je peux utiliser les moyens, l'espace, le temps qui m'est accordé pour ce projet pour faire des choses qui me seraient plus difficiles à faire autrement ou dans d'autres contextes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à installer une piscine gonflable au fond de la cour et commencer à tester tous les jets d'eau de fontaines de jardin que je pouvais alors que c'était vraiment pas la canicule. J'ai eu la chance de me faire aider par des amis proches d'un côté et qui aident à faire le tri dans tout le marasme que devienne le mélange d'enthousiasme et d'angoisse permanent qu'est le diplôme. Et après, j'ai aussi eu beaucoup de chance d'être aidée par des élèves, des étudiants que je connaissais moins et qui ont pris à cœur de m'aider à construire ce projet-là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique et rare. Aujourd'hui, je continue à travailler en intervenant dans les espaces publics d'une autre manière et à une autre échelle, mais ça me permet de voir un peu, de connaître sous un autre angle l'environnement dans lequel je souhaitais m'insérer. On verra ce que ça pourra devenir après. Mon projet de diplôme s'appelait Instruments publics et c'était une série d'expériences que j'ai menées dans l'espace public directement et qui me permettaient de questionner le mobilier urbain et notre manière d'appréhender les espaces publics de manière générale. J'ai ma famille qui est dans le sud de la France, dans la forêt, qui a une ferme en pleine nature et en fait ils ont une manière ils ont un regard sur leur environnement et une manière de le présenter et de nous le faire vivre qui est assez particulière et qui, moi, en fait, m'a renvoyé à la question de moi, mon environnement. Est-ce que si jamais, justement, j'accueillais cette famille à Paris, je serais capable de leur parler de mon environnement comme eux, ils sont capables d'en parler? Qu'est-ce que mon environnement en ville? Qu'est-ce qui est vraiment l'espace public? Pourquoi il a cette forme-là? Et donc, j'ai commencé vraiment à me poser une série de questions qui m'ont vraiment donné envie ensuite de proposer des contre-propositions, des réponses. J'ai toujours essayé de produire des objets que j'appelais ambigus, qui partent de codes qui sont ceux qui sont déjà existants dans le mobilier urbain, et de me servir quelque part de ce langage-là pour raconter d'autres choses, véhiculer d'autres intentions. Isamu Noguchi qui a beaucoup travaillé sur les aires de jeu et qui a travaillé sur un principe de paysage urbain qui n'était pas du coup du mobilier spécifique. Dès le départ, j'ai voulu mener mes expérimentations en les implantant directement dans l'espace public. Si j'avais voulu faire ça de manière légale, il m'aurait fallu tout un tas d'autorisations à utiliser leur code, donc tout ce qui est univers du chantier, parce qu'en ville, les chantiers, ce sont les seules zones où on peut vraiment transformer l'espace public. Toutes ces expériences-là, dans l'espace public, ont été archivées, documentées par Lucas Bonnel, qui est vidéaste, et qui lui-même, pour pouvoir filmer les expériences sans les perturber, a utilisé les codes des géomètres. J'ai vraiment pris le moment du mémoire et du diplôme comme un temps pour expérimenter et proposer des choses sans me poser la question de savoir si c'était de l'art ou du design, mais vraiment prendre ce temps précieux pour réfléchir et faire des propositions plastiques. J'ai travaillé autour du tartan, de tout ce qui est série différenciée, à partir duquel j'ai pu expérimenter vraiment sous de nombreuses formes tout ce qui est lié à la couleur, à la 3D. Je me suis attardée surtout sur le tartan parce que c'est à la fois un drapeau, enfin c'est vécu comme un drapeau qui sert à fédérer une nation qui est l'Écosse, et en même temps elle permet de différencier les clans les uns des autres. Donc ça joue à la fois en termes de singulier et de collectif. La première série qui s'appelle Variations chromatiques, en fait je me suis appuyée sur et à la fois les couleurs qui pouvaient être un peu féminines, d'apparence féminine, c'est-à-dire des roses, des rouges, etc., que j'ai liées à des couleurs plus masculines. Et en fait l'idée de cette variation chromatique, c'était d'axer toutes mes recherches autour d'une mixité et d'une notion de goût. On part d'une trame et suivant la superposition des lignes,
on arrive à avoir un motif à chaque fois différent. Mais du coup, c'est ce qui fait acte finalement de différenciation dans ce motif. Ça a donné lieu à une collection textile et aussi à une veste, un bomber en fait, qui est assez mixte et aussi qui fait un petit clin d'œil au titre de mon diplôme qui s'appelle Sous l'uniforme. Donc à la base, le bomber, c'est un uniforme militaire. Mon mémoire, en fait, je travaillais sur l'intime. Et donc c'est ça qui m'a permis justement d'amener ce projet entre la série et l'unique. Voilà. Et ensuite une rencontre avec mon directeur de projet, Patrick de Gleu-de-Besse, qui m'a aussi invité à voir plus loin. J'avais pas mal de pistes au début. Et je me demandais aussi où est-ce que pouvait se situer mon processus de différenciation dans le projet. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en amont? Est-ce que c'est la machine qui dérègle quelque chose et qui fait que ça amène de l'unique dans une série? Est-ce que finalement c'est moi qui laisse faire toute la machine, ou est-ce que j'interviens à un moment donné pour sélectionner, comme je l'ai fait pour mes projets, un certain nombre en fait, de pièces dans la série. Et c'est comment aussi se positionner en tant que créateur. Donc c'est intéressant du coup de voir le diplôme pas seulement comme une fin en soi, un projet final, mais comme le début d'une démarche de créateur quoi, qui s'accomplit. Pour mon projet de diplôme, je me suis intéressée à la diffusion sonore dans l'espace public. Et j'ai voulu installer des dispositifs qui soient interactifs, non intrusifs pour les autres personnes qui évoluent dans l'espace public, et que ces dispositifs soient paramétrables afin de pouvoir les installer où on veut dans l'espace public. Le dispositif se veut être générique, il peut s'installer partout, mais c'est le contenu sonore qu'on met à l'intérieur qui est paramétrable et qui s'adapte au lieu où on l'implante. Et dans ce contenu sonore, on peut soit décider de parler de l'histoire du lieu, de son passé, de son futur potentiel. On peut s'en servir comme vecteur d'imaginaire, de médiation. Le but pour moi de ces dispositifs, c'est de donner au passant une autre perception de l'environnement dans lequel il est. Donc c'est rajouter une réalité différente de ce qu'il voit par l'écoute, et ainsi qu'ils prennent conscience, qu'ils se raccrochent à nouveau à son environnement. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs pour ce projet, réalité augmentée. Tout d'abord, il y a eu mon mémoire que j'ai fait sur les perceptions sensibles. Et au cours du mémoire, je me suis aperçue qu'on avait tendance à se détacher ou pas user pleinement de ces perceptions sensibles, ce qui fait qu'on n'a plus tellement conscience de son environnement. Au mois de février du début de mon diplôme, je suis allée à un festival de radio à Brest. Et là, tout simplement, je me suis rendu compte du pouvoir du son pour pouvoir percevoir différemment ce qu'on a autour de nous. Je voulais trouver un sujet qui me stimule et qui me trahisse pas. Donc ça m'a pris, je sais pas, 3 mois. C'était un peu dur. Et une fois que c'était trouvé, là, il y a eu du temps de maquette à fond. Et ça, c'était génial. Je pense que c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. Ce projet, j'aimerais beaucoup le faire vivre et l'emmener pour de vrai dans l'espace public. Donc pour ça, je vais essayer d'aller aguicher les villes telles Paris, Le Havre, Nantes. Mais pour l'instant, je me consacre plutôt à d'autres projets que j'ai faits pendant l'école et que je voudrais développer maintenant. Pour mon projet de diplôme, j'ai travaillé sur la vitrine. J'avais fait le constat que
malgré l'arrivée d'Internet et de toutes les fonctionnalités qu'on pouvait avoir, des boutiques en ligne, des vitrines en ligne, et ben malgré ça, la vitrine traditionnelle, celle qu'on connaît, celle qui existe depuis plusieurs siècles, la vitrine de rue, elle n'avait pas disparu, mais elle n'avait pas vraiment changé. Et je me suis demandé ce qu'on pouvait faire pour ramener, grâce à ce que pouvait nous inspirer Internet, du matériel justement, c'était un peu paradoxal. Comment ramener du matériel dans la vitrine physique qui existe grâce à ce qu'on a sur Internet. Parce que je me suis aperçue que par exemple sur Internet, on peut manipuler, on peut zoomer, on peut changer les couleurs, on peut faire tourner les choses. Alors que dans une vitrine de rue, par exemple, on ne peut pas faire ça. On m'a proposé une mission, donc j'ai interrompu un peu mon diplôme pour faire cette mission-là, et j'ai travaillé pour Hermès, et justement pour leur vitrine de leur magasin qui est rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, en fait, voilà, je vais partir là-dedans, et ça va être mon terrain d'application, enfin, ça va être mon projet. Mon projet, en fait, c'est plusieurs dispositifs qui permettent de rapporter dans la vitrine plus d'interactions, d'informations et d'attractions. Pour ce qui est de l'attraction, j'ai travaillé en fait sur le support de la vitre, avec soit des propositions de travail de vitrophanie ou de peinture ou de moirage qui créent en fait des effets visuels qui sont visibles de loin, donc pour attirer, mais aussi qui permettent des jeux quand on passe devant la vitrine, donc aussi avec une interaction qui est quand on est proche de la vitrine. Pour ce qui est de l'interaction, je me suis intéressée en fait à apporter du mouvement dans la vitrine, et pour ça je me suis appuyée sur tout ce qui est présentation et socle de présentation et ce qu'on appelle le display. Et j'ai eu envie de les transformer en petits personnages ou en petits objets qui se déplacent et qui permettent une interaction avec le passant. Et enfin, j'ai travaillé sur l'information. Et là, c'était grâce à un dispositif de projecteur. Et là, j'ai travaillé donc sur différentes façons de projeter l'information qui pouvait être sur la vitre directement, sur le produit, sur le socle, sur le fond de la vitrine. Là, en l'occurrence, effectivement, le rapport entre l'objet et l'espace, c'était vraiment... c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est vrai que la scénographie et le fait de mettre en scène des projets qui ne sont pas forcément les miens, d'ailleurs, et c'est là où aussi se passe, je pense, la possibilité de collaborer. Le projet, en fait, il commence presque après le diplôme. En fait, on ne l'a pas du tout digéré et il continue bien après. Donc ça a été le cas pour moi. Et en plus, il se trouve qu'après mon diplôme, on m'a proposé un projet qui était comme une espèce de continuation, comme si c'était fait sur mesure. Voilà, donc ça, c'était assez drôle. C'est un diplôme qui parle de textile dans l'espace public, intitulé Parcelles, et qui répondait en fait à un appel d'offres lancé par la mairie du 13e arrondissement à Paris, qui demandait une programmation ludique sur le jardin de la Poterne des Peupliers, qui était anciennement parcouru par des rails, qui aujourd'hui sont désaffectés. Donc j'ai proposé 3 interventions, un sol, des assises et des toits, qui permettent de repenser l'espace en fait, dans lequel désormais on pourra s'arrêter pour se reposer, admirer ou jouer. En tant que designer textile, j'aime bien appréhender les projets par la couleur. Et disons que pour moi, c'est un outil pour travailler tout type d'échelle, depuis le vêtement jusqu'à l'urbain. Ça me donnait envie en fait d'essayer de confronter cet outil-là sur des échelles plus grandes et sur des enjeux tout autres. Parce que quand on travaille dans la ville, on a aussi une responsabilité esthétique assez forte. Disons qu'il faut trouver une position juste, en fait, autant pour les couleurs que les matières, que l'espace conforme dans lequel les gens vont déambuler. Je crois que depuis toujours, j'aime assez les installations de cristaux, qui interviennent vraiment sur le bâti, qui le recouvrent, l'enveloppe, et changent en fait la perception de l'environnement. Et il y avait aussi cette notion d'ambiance en fait sur laquelle je voulais travailler, c'est-à-dire modifier sensiblement une expérience. J'ai voulu travailler des choses très texturées parce que dans l'espace urbain,
En fait, très vite, on se rend compte que les surfaces sont lisses, qu'elles sont assez froides. Les couleurs employées sont souvent grises, en tout cas en France. Et j'avais envie de réinvestir un peu de chaleur humaine, de texture, que les gens soient au contact de matières plus surprenantes. Autant le sol, que j'ai travaillé avec des granulés de caoutchouc, donc c'est des résines qui agglomèrent en fait des granulés d'une multitude de couleurs, où j'ai un peu repris l'inspiration de Gilles Clément, des prairies fleuries. Après, j'ai travaillé aussi des matières molles, des mousses pour les transats, qui ont des formes particulières et qui, quand elles sont tissées, proposent un réel contact surprenant, quoi. On a une superposition un peu étonnante et un peu chaude en fait par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de toucher, que ce soit du marbre, de l'acier, de la pierre. On ne s'assoit pas sur des choses chaudes d'habitude. Le projet a été présenté par l'Observer du Design, donc c'était déjà ça une assez belle récompense. J'aimerais bien continuer à travailler sur cette piste-là, du textile dans l'espace public, mais je pense qu'il faut vraiment que je me rapproche de gens qui travaillent cette échelle-là et que je m'associe avec eux ponctuellement pour des projets, que je fasse valoir en fait cette approche-là qui est un peu différente. Mais je pense pas pouvoir le faire seule, vraiment pas, parce que c'est trop nouveau, je crois. Voilà. Pour mon projet de diplôme, j'ai souhaité travailler sur la problématique de comment structurer des espaces sans les cloisonner. Comment réussir malgré tout à donner l'impression d'une séparation, une intimité entre différents espaces, mais en gardant l'idée de continuité aussi bien visuelle que lumineuse. Le départ de ce diplôme a été l'envie de travailler autour de la lumière, et de la lumière à travers le textile, d'aborder le textile dans cette délicatesse que lui apporte la lumière, et dans l'esprit de retranscrire des sensations visuelles, esthétiques, des atmosphères un petit peu lumineuses. Mon projet se matérialise dans des textiles qui fonctionnent un petit peu comme des panneaux séparateurs d'espace, qui permettent de créer des intimités au sein d'un grand espace. Et donc c'est des panneaux de textiles qui se rapprochent plus des textiles vraiment plus fins, plus aériens, et moins des séparateurs d'espace ou des paravents comme on aurait plus l'habitude. Un point important de mon projet de diplôme a été la façon dont j'ai développé la démarche pour le construire dans le temps, avec vraiment l'idée de comment on passe d'une idée justement à une réalisation matérielle, d'une envie, d'une sensation, et en essayant vraiment de laisser du temps pour chaque étape, notamment les premières étapes du moment vraiment où l'idée purement immatérielle se transforme en matière, commence à prendre vie parce qu'on va mélanger telle matière, telle couleur, tel fil. Donc vraiment le moment où on donne forme à cette idée. J'ai un peu appelé ça des croquis textiles. C'est vraiment l'idée de comme on viendrait coucher une idée sur le papier. Là, on vient grâce à du travail de prototypage en textile, mais vraiment des choses très simples. Quand on les confronte au réel, ça donne d'autres choses. Donc voilà, maintenant on a ça. Comment, à partir de cette matière que j'ai sous les yeux, comment je la fais aller plus loin et comment je vais chercher ce qu'il y a de mieux en elle pour la faire évoluer et pour aussi se surprendre parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé dès le début. Je me suis vraiment rendu compte que la démarche que j'avais mise en place et que les sujets que j'avais traités me correspondaient énormément, étaient vraiment pertinents par rapport à ma façon de travailler et à ce qui m'intéressait. Ça peut paraître une évidence de dire que les projets qu'on fait nous ressemblent, mais je crois que quand on est dedans, on n'a pas forcément le temps de s'en rendre compte ou on est un petit peu dépassé par les événements. Ce projet m'a permis de développer des qualités, des capacités dans le domaine qui m'intéresse, le textile. Donc je peux mettre en œuvre dans un travail un petit peu plus qui travaille pour d'autres personnes, etc. Mais à côté de ça, ça m'a aussi permis de poser des premières pierres à des projets plus personnels que j'ai envie de mener à long terme. Mon projet, c'était sur le regard autour des objets électroménagers, changer le regard sur ces objets un peu ingrats et essayer de leur donner un nouveau statut, un statut d'exposition et un statut d'objet à montrer dans l'habitat domestique. Matériellement, j'ai essayé de décomposer les objets électroménagers. J'ai décomposé un humidificateur d'air. Ensuite, j'ai séparé l'élément technique des contenants à eau et j'ai décidé de les travailler de deux manières différentes.
Ce qui m'a amené à faire des objets hybrides avec un contenant fait par des artisans et un bloc technique qui fait la fonction de l'objet que j'ai décidé de dessiner comme un designer industriel. Ces réflexions, elles ont été bien avant mon projet de diplôme. J'ai d'abord fait un projet sur un NAS, un disque dur externe, que j'ai décidé de travailler avec de la céramique pour ses propriétés, tout d'abord, mais également parce que ça déplaçait cet objet vers un autre statut, quelque chose au même titre qu'un vase. J'ai rencontré au fil des lectures Paul Nouget. C'est un surréaliste belge, grand ami de Magritte, mais souvent dans l'ombre. Il a fait une série de photos qui parlent de l'absence de l'objet et comment, par notre inconscient, on recrée un objet. La phase projet en elle-même, elle était ultra enrichissante parce qu'elle était également en pleine digestion de plein de données que j'avais eues pendant le mémoire et qui commençaient à s'assembler comme un Tetris. Mon projet de diplôme, je l'ai vu comme où j'avais gagné une ligne de Tetris en fin de compte. Elle avait disparu et puis j'avais réussi à formaliser à peu près quelque chose qui me plaisait. J'ai toujours envie de continuer sur ces problématiques parce que l'objet électronique ou électroménager est un no man's land en termes de questionnement sur la forme et sur le fond. J'ai envie de continuer les collaborations avec des artisans. Ça définit ma pratique en tant que designer et où je me place. C'est-à-dire un lien entre justement cette industrie et cet artisanat, ces objets semi-précieux qu'apporte la pratique de l'artisanat. Mais aussi, je pense que j'en ai besoin de ces rencontres. Parce que c'est d'abord, avant de faire des objets, je rencontre les gens et ça m'enrichit. Parce que je comprends ce qu'ils font, ils me donnent une place comme je leur donne une place. Et puis on évolue ensemble. Mon projet s'attachait en fait à ramener de la surprise dans certains objets du quotidien et à faire en sorte que l'usage soit plus un moment de plaisir et un moment de redécouverte de l'objet qu'un simple moment utilitaire, ou en tout cas de consommation de l'efficacité de l'objet. J'ai travaillé autour de deux typologies d'objets, le grille-pain et l'éventail. Je les ai choisis parce qu'ils comportaient une part déjà de cinétique qui était importante et aussi une part de manipulation. Mon projet il a commencé avec un regard sur plusieurs objets très hétéroclites, des objets qui comportaient tous une manière de fonctionner assez inattendue ou qui se révélait qu'au moment de leur usage, pour lesquels il fallait un certain temps en tout cas de manipulation ou d'exploration pour faire surgir leur véritable fonction. C'était parfois des fonctions qui étaient complètement occultées ou masquées par des apparences trompeuses, des couleurs, des graphismes, qui ne laissaient pas en fait deviner la destination de l'objet ou la manière dont on pouvait s'en saisir. Il y a plusieurs personnages qui ont nourri le début de ma recherche, notamment Méliès avec ses expérimentations au cinéma et ses courts-métrages de poésie, on pourrait dire par l'illusion. Et aussi Fornasetti qui, dans certains de ses objets, introduit un trouble avec des jeux de trompe-l'œil. C'est ça qui m'a tenu à cœur dans le projet, c'est de développer cette partie de recherche et imaginer qu'elle puisse toujours s'incarner dans beaucoup d'univers très différents, de l'objet domestique à l'objet beaucoup plus technique. La recherche mise en place dans ce projet, elle est aussi ouverte pour la suite. Et puis aussi, ça a été un temps assez libérateur pour moi, parce que étant donné que j'avais assumé ce côté recherche dans le projet, j'ai pu utiliser beaucoup d'outils, autant le dessin que les expérimentations avec différentes matières. Ça m'a donné beaucoup d'envie de collaboration avec des univers que je ne connaissais pas forcément avant de commencer ce diplôme, notamment l'univers de l'industrie de l'emballage, où j'utilise des matériaux plastiques qui peuvent être super intéressants en fait, pour leur propriété esthétique. En tout cas, le projet il m'a permis d'installer quelque chose d'assez central pour moi dans la pratique. Le fait de retrouver du plaisir dans l'usage de certains objets et de retrouver aussi une forme d'émerveillement face
à certains objets du quotidien qu'on peut complètement oublier tellement on les utilise de manière automatique. C'est un regard sur les objets que j'ai portés pendant mon projet de diplôme et je pense que je vais continuer à le développer et à le porter bien après. C'est un projet qui essaye d'imaginer ce que pourrait être le journalisme numérique, mais un peu différemment de ce qui se fait aujourd'hui. Ma proposition, c'est un site web. Je me suis dit que pour consulter l'information en profondeur, il fallait un grand écran. Et donc aussi, on était mieux chez soi pour le faire. Et c'est ça qui m'a amené à plutôt considérer un site web. J'ai cherché aussi à apporter un autre regard que celui du métier au niveau des représentations, des visualisations. Alors, je me suis notamment intéressé à tout ce qui est data visualisation. J'ai cherché à regarder un petit peu comment on pouvait représenter l'information de façon plus structurelle, parce que un des gros problèmes, je dirais, de l'information sur le web, c'est que c'est du linéaire. Les articles sont publiés les uns après les autres et ils sont très peu reliés entre eux. Donc moi, je cherchais plus à les structurer. Je me suis beaucoup appuyé notamment sur une analogie avec la représentation des constellations. En tirant ce fil-là, je suis allé vers aussi des instruments de mesure historiques, l'astrolabe. C'est toujours l'idée de comment on articule des éléments entre eux et ça a donné peu à peu l'idée que dans mon projet, j'allais avoir des sortes de clusters de contenu, des groupements de contenu qui allaient être architecturés par des éditeurs. Je suis allé interviewer des journalistes. Je leur ai posé des questions sur comment ils envisageaient finalement l'avenir du journalisme, ou du moins son évolution actuelle. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'ils étaient assez embêtés pour donner une réponse à ces questions. Il n'y a pas de modèle pour le numérique actuellement, un modèle qui soit à la fois formel de représentation, mais aussi un modèle financier. Alors dans mon mémoire, là, je travaillais sur le transhumanisme, sur l'augmentation humaine. Et comme je l'envisageais sous l'angle aussi de l'apport de la fiction dans l'imaginaire collectif, ça m'a amené à m'intéresser au cyberpunk, qui est un courant littéraire. Alors ici, ça c'est l'exemple type du cyberpunk. Il y a aussi en cinéma Blade Runner. C'est des fictions qui se passent dans un futur proche et où finalement l'information, c'est à la fois le support et l'enjeu des conflits. Les fictions cyberpunk, ça se passe dans les années 80, en gros, et ils imaginaient un futur à 30 ans. Et donc on y est là. Et effectivement, il y a des choses dont parle le cyberpunk qui commencent à se réaliser. Donc ça me paraissait être le bon moment pour justement envisager ça. J'ai pas exactement défini si j'allais en faire quelque chose là pour le moment. Je garde ça sous le coude. Je pense qu'il y a énormément de potentiel à traiter ces questions-là en fait. Et le projet que j'ai proposé pour le diplôme, c'est un début d'éléments de réponse, en tout cas de pistes de recherche. Mon point de départ, finalement, ça a été un mot, c'était de déconstruire. Très vite, je suis venu à essayer d'imaginer quels usages il pouvait y avoir autour de l'idée de déconstruire. Je l'ai exploré dans deux pistes qui sont très différentes. Sur l'électroménager, en travaillant en fait sur la structure de l'objet, comment je rendais cet objet plus durable et comment je permettais en fait, comment je crée un cycle vertueux. Comme c'était pas mal d'appareils qui sont sujets à l'obsolescence aujourd'hui, ça me posait pas mal de questions, notamment tout ce qui était lié à leur non-réparabilité et la difficulté que les gens avaient notamment à disons, s'approprier la réalité technique de ces objets. L'autre domaine complètement différent vers lequel je me suis tournée, une forme d'architecture, mais plus pensée vraiment comme un objet, donc de l'architecture préfabriquée en fait. J'ai adopté un peu cette démarche similaire de vouloir créer un cycle, une sorte de système dont certains composants en fait qui permettent de créer par exemple un bâtiment. Lorsque le bâtiment est déconstruit, les composants du bâtiment permettent d'en créer d'autres. Ces projets-là, ce qui était intéressant, c'est que c'était un peu pour moi des projets manifestes, dans le sens où il y avait quand même un parti pris très fort, notamment tout ce qui était lié à l'économie circulaire, qui va à contre-courant par rapport à l'économie actuelle dominante. Au début du projet, j'ai énormément dessiné et reproduit en fait ce que je voyais. Des assemblages, des formes, en fait, des choses qui n'étaient pas forcément de moi, mais le fait de les dessiner, ça me permettait de me les approprier. Il y a eu beaucoup de versions 3D
de ce que je faisais, tout simplement parce que la 3D, ça me permettait de le concrétiser très rapidement sans faire de maquette physique. Je me rendais compte que j'avais affaire à une complexité technique. En fait, j'arrivais pas simplement à aborder par le dessin à main levée ou que la maquette aussi, c'était pas forcément évident par exemple, de pouvoir reproduire des pièces industrielles. De manière assez intuitive, je me suis très souvent tournée vers les architectes japonais ou même parfois des architectures japonaises traditionnelles, tout simplement parce qu'elles abordaient la question de la modularité, la question du coup des proportions qui en découlent, et en termes formels, notamment par rapport au bois et aux assemblages pot-au-pot, ça m'a pas mal inspiré. Pour l'électroménager, c'était des sources beaucoup plus parsemées. Il y avait un catalogue, c'était un collectionneur qui photographiait des vieux objets électroménagers. À partir des années 30 et surtout les années 50, avec du recul, on avait l'impression que l'électroménager avait une autre statut, qu'il a été beaucoup plus précieux qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'en termes formels, c'est venu inspirer énormément de projets et nourrir la volonté de vouloir faire juste un objet qu'on veut garder, quoi. Voilà. Pour mon diplôme, j'ai travaillé sur l'assemblage et je suis allée dans un village en Alsace, un village de potiers, où nous avons, avec les potiers, sur le terrain, assemblé des objets pour recréer une collection de contenants pour faire de la pâtisserie, pour la préparer et pour la présenter. C'est une collection qui met en avant un savoir-faire traditionnel commun et à la fois... chaque pièce est faite par un potier différent, donc ça montre une diversité dans la production. Une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à l'assemblage, c'est aussi que l'assemblage permet à différents fabricants de se rencontrer. Et j'ai voulu faire le pari du designer comme quelqu'un qui réunit. J'ai eu envie d'assembler des formes, des couleurs et des personnes. Après avoir théorisé pendant le mémoire, c'était d'aller à la rencontre des gens. Et c'était d'aller découvrir le monde, c'était d'aller sur le terrain et travailler avec des matières, aller chercher la matière à l'extérieur de l'école. Des paysages aussi, parce qu'en fait, sortir de Paris, ça fait partie de mon diplôme, ça. Le moment du diplôme, c'est un moment incroyablement riche sur le plan humain. Pour moi, ça l'a été de deux façons. Ça l'a été avec les ados diplômes et à la fois les échanges avec les artisans, qui étaient plus ou moins simples, mais qui étaient toujours très riches. On arrive à se comprendre, on se parle, on avance ensemble. Ça, c'était un défi. Parce que c'est ça aussi, quand on sort de l'école et qu'on va parler du design à des artisans ou des personnes qui ne savent même pas ce que c'est ou qui, au quotidien, ne se posent même pas la question de la forme, de la couleur, des raisons de production. Et moi, j'étais là en train de m'incruster, j'allais questionner. En même temps, j'essayais de démontrer. C'était intéressant, pourquoi, pour moi. Et donc, c'est tout le temps dans l'échange. C'est un accomplissement. C'est waouh, j'arrive à mettre en place, à donner forme, à faire en sorte que prenne corps un projet qui est le mien et qui vient de l'intérieur. Assembler la production d'autres personnes et dire que je suis intermédiaire, que je me situe entre différents fabricants, entre différents producteurs de formes. C'est un échange en fait, c'est une conversation. Si le design pouvait être une conversation. Pour mon projet de diplôme, j'ai travaillé sur les éléments de construction qui forment le paysage, tout ce qui participe à aménager l'espace extérieur. Le point de départ, c'est une sorte de constat entre deux possibilités, la possibilité de bâtir et la possibilité d'installer des choses à l'extérieur, trouver les qualités du bâti et la simplicité, la flexibilité d'espace installé. Par espace, j'entends aussi bien des sortes de recoins délimités par des petits murets ou des palissades ou encore presque des sortes d'espaces dans lesquels se changer, des douches jusqu'à des piscines, des bassins, des petites cabanes, des formes courbes que j'ai essayé d'aborder pour leur qualité structurante
et qui m'intéressaient aussi comme des formes qui s'inscrivent peut-être mieux que des lignes droites à l'extérieur. Le point de départ, je dirais que c'est vraiment l'observation de l'existant dans les produits industriels qui sont commercialisés aujourd'hui et l'espèce de vide qu'il y a entre une solution installée et une solution bâtie. En toile de fond de cette idée de projet, il y avait toujours la question du standard et du non-standard. Donc créer en gros des produits industriels en série, donc là en l'occurrence un élément de construction, qui puisse permettre d'installer, de bâtir des environnements non standards ou pas standardisés en tout cas. C'est une question que j'avais un petit peu entrevue dans mes projets à l'ENSI et qui s'est révélée davantage au cours de ce projet de diplôme, et je pense que ça va rester encore pendant quelques temps. Enfin, c'est une question qui va m'intéresser pendant longtemps et qui continuera d'animer mes projets. Depuis la fin de mon mémoire qui traitait le sujet du numérique dans cette société hyper connectée, qu'est-ce qui est vraiment le vertu des matériaux. Je suis amené à travailler sur un matériau spécifique qui est le cuivre, qui est aujourd'hui un matériau élémentaire qui se retrouve dans nos appareils numériques partout, et qui remonte à la fois aux premières productions humaines. Je connaissais déjà les qualités du matériau cuivre grâce à mon grand-père qui est artisan traditionnel en Corée, qui traite le cuivre et le bronze. Je voulais vraiment mettre en valeur ces éléments qui remontent aux histoires, mais aux productions un peu contemporaines. Donc je suis allé voir aussi dans des laboratoires, des chercheurs qui utilisent justement le cuivre, non pas comme un matériau d'artisanat, mais comme un élément technique. J'ai pu déployer 3 objets qui sont principalement faits en cuivre et qui répondent peut-être aux nouveaux usages des objets connectés. Le premier objet qui est un objet déjà existant, c'est un routeur qui permet de proposer de nouveaux usages pour orienter les ondes et mettre en veille le signal dans une pièce. Et aussi le deuxième objet qui est cette fois-ci qui permet d'augmenter le débit de 4G, de Wi-Fi dans un espace en recyclant les ondes autour qui ne sont pas utilisées. Aussi le troisième objet qui fait le contraire du deuxième, le purificateur des ondes. Je voulais poser aussi cette question sur la nocivité des ondes, qui est sur le débat aujourd'hui. Grâce à mon grand-père, je connaissais déjà ces qualités plus archaïques du matériau, mais en faisant des recherches, j'ai découvert d'autres propriétés plus intéressantes qui sont plus utilisées aujourd'hui, comme cette qualité meilleur conducteur électrique, conducteur thermique, bien sûr électromagnétique. Du coup, je voulais vraiment dévoiler ces vertus du matériau qui sont un peu camouflés aujourd'hui dans l'objet électronique. Et aujourd'hui, il y a des objets qui sont un peu monstrueux, enfin, des vêtements, des tentes qui bloquent les ondes. Et moi, je voulais créer une autre manière d'éviter les ondes, non pas vraiment donner cette image négative des ondes, mais plus donner cette image de recherche du calme, recherche du repos, donner vraiment aux gens le choix de ne pas être exposés aux ondes. Mon projet de diplôme, c'était un instrument de musique électronique. C'était un projet qui réunit ma passion pour inventer des choses et ma passion pour la musique. Le geste instrumental, la posture et le mouvement font partie de l'expérience du jeu. L'idée d'objet de représentation, comment on représente des idées, des processus, de la musique ou voilà, des services, comment on représente tout ça à travers des objets qu'on peut manipuler et non pas
comme très souvent dans des interfaces très plates, très graphiques, sur ordinateur, avec des boutons, des choses très abstraites qui ne profitent pas de l'expression du corps. L'expression du corps est très importante et c'est quelque chose qu'on met de côté souvent. Pendant que les artistes sont en concert, ils ne peuvent pas parler. Donc tout ce qui est complicité, tout ce qui est collaboration, tout ce qui est improvisation, le jam entre les musiciens se fait à travers ces gestes qui sont très spécifiques. Et j'ai voulu créer un objet qui permette aux musiciens de s'exprimer les uns avec les autres pour improviser ensemble. Et aussi, ça devient un lien humain avec le public. Dès que le public comprend les gestes, la posture, les mouvements du musicien, le concert prend encore du poids, de l'importance. Il y a une chercheuse américaine que j'apprécie beaucoup et qui m'inspire dans mon travail, elle s'appelle Janet Murray, qui dit que l'immersion, c'est comme si on noyait de façon très plaisante les parties verbales du cerveau. Je suis une vraie fan de musique. J'adore le live, j'adore aller au concert, je suis des groupes et des artistes. Parfois, je voyage pour voir des concerts. J'harcèle parfois mes artistes préférés pour, à la fin des concerts, leur dire que je les aime beaucoup, pour prendre des photos avec eux. J'ai même une sorte d'hôtel chez moi avec mes disques préférés, avec des photos de concerts. J'y brûle parfois de l'encens. Voilà, je suis une vraie groupie. Et l'expérience de concert compte énormément pour moi. Le son fait vraiment partie de ma vie. Je pourrais pas m'imaginer vivre sans aller au concert, sans que la musique fasse partie de ma vie. Mon projet de diplôme est une collection de textiles qui s'applique à l'univers du costume de scène. Pour ce projet, j'ai voulu me raconter une histoire et créer une sorte de rituel un peu surréaliste afin de constituer une véritable mise en scène des textiles que j'ai créés. Du coup, les matières que j'ai créées sont hybrides, elles rejaillissent un peu de cet univers du bain et de la natation synchronisée. J'ai réinjecté tout ce qu'on pouvait voir de cet univers, c'est-à-dire bonnet de bain en latex que j'ai détourné pour faire des incrustations de paillettes. Les paillettes qui comptent énormément aussi dans cette discipline. Et vêtir aussi mes nageurs de façon un peu surchargée pour qu'ils ressemblent à des sortes de créatures venues des abysses ou venues d'un autre monde. J'avais déjà en tête de vouloir travailler avec ces nageurs et de vouloir parler de cette discipline, mais d'un temps bien particulier, c'est-à-dire l'arrivée de ces nageurs au bord du bassin avant de rentrer dans l'eau. Et c'est cette espèce de protocole, de rituel qui, moi, me parlait parce qu'il y a une espèce de prestance physique et de volonté de victoire. Du coup, il y a toute cette espèce de décharge d'opulence où les nageurs arrivent et se présentent comme des êtres un peu victorieux qui ont envie de combattre dans l'eau. J'avais pas envie de me cantonner à un seul rôle et ne pas répondre qu'à une attente de designer textile. C'était important de me tester sur d'autres terrains. Et du coup, j'ai voulu hybrider les choses et me placer à la fois en tant que costumière, mais que designer textile, que scénariste, etc. Actuellement, je travaille dans un incubateur de start-up où je fais de la direction artistique, et ce qui m'amène à ce que j'ai toujours défendu dans ma pratique de création, c'est-à-dire toujours toucher à plusieurs terrains et me confronter à des univers, des mondes qui sont totalement nouveaux. Et c'est ce qui me pousse à créer, en fait, tout simplement parce que je dois toujours faire preuve d'imagination et de me confronter à un jargon qui est totalement nouveau.
ça me pousse à me surpasser tout simplement et à évoluer et à essayer de trouver des terrains d'entente possibles et renouveler ma démarche et mon processus de création. Lambeau, c'est une installation de fragments souples et de carcasses vides qui viennent se compléter avec le corps et se mettre en forme dans l'environnement domestique. C'est une gamme d'objets qui répond à des besoins assez primaires comme s'isoler, se chauffer, s'asseoir, se voir. Mais dont les matières en fait, viennent inquiéter et parfois bouleverser nos certitudes quant au confort domestique, à la performance technique et aussi à l'idée d'idéal dans la finition des objets. C'est une gamme d'objets très simple, donc à savoir un tapis, un radiateur, une assise et un textile d'ameublement, qui sont faits dans des matières amorales, refoulées, généralement cachées dans la maison. Là, j'entends les matières généralement souples, comme le latex ou le silicone, et des matières structurantes également cachées, donc uniquement les joncs et les tubes de PVC, donc qui sont généralement utilisés pour les canalisations. C'est un peu comme les boyaux cachés des maisons. L'idée, c'est donc de réinvestir en grande quantité ces matières dans l'habitat et donc de travailler leur texture et leur qualité plastique pour les remettre au contact du corps et peut-être provoquer une relation plus charnelle aux objets et plus plastique à l'environnement. Donc moi, j'ai essayé de considérer la phase diplôme comme un projet en soi-même. Donc j'ai voulu intégrer en fait les réflexions menées au cours du mémoire à la méthode de projet. Cette question de la difformité, du marginal dans les représentations du corps, mais aussi dans les arts décoratifs, la production d'objets et la mode depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Et donc ça a fait naître des questionnements sur, comme je disais, l'éthique de la matière, l'éthique du difforme, et donc m'a amené vers le projet un peu naturellement sur donc cette question de la matière marginale. La période du diplôme, je me l'étais fixée, moi, à 1 an et pas plus, quoi. Donc a priori, je dirais que c'était une période qui était très intense en termes de production et aussi de rythme. Le fait de produire dans un temps de diplôme permet aussi de se rassurer lorsque le programme du projet n'est pas tout à fait défini. En fait, ça permet d'avancer au moins sur la partie matérielle. Le plus grand écueil en fait, de la période de diplôme, qui est quand même une période d'isolement, voire d'introspection, et qui est parfois un peu difficile à gérer, notamment quand on est au sein de groupes d'étudiants, quoi. Au début, moi, je pensais que j'étais pas forcément douée pour la couleur. J'étais un peu bloquée par ça. Et puis, par l'expérience d'un stage au Danemark, avec une autre designer textile, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment s'éclater. C'était un médium infini qui offrait plein de possibilités. Et donc, je me suis dit, ton projet de diplôme, il faut vraiment que tu te donnes le temps de chercher autour de la couleur, avec plein de techniques différentes, et toujours avec le but d'observer, d'essayer de comprendre le mystère de la couleur, parce que chaque couleur, elle varie tellement d'un rapport à un autre, d'un éclairage à un autre. Dès qu'on l'associe à encore une autre couleur, elle devient différente. Donc mon projet de diplôme, c'était une sorte d'ouverture. C'est un projet qui, en fait, finalement, ne peut jamais vraiment se finir. Le but, c'était de chercher, d'expérimenter avec des matériaux, des techniques que j'aimais, pas forcément textiles. Ça a pu commencer avec du découpage de papier, du dessin pur, du canevas, de l'impression sur rhodoïde que je superposais. J'ai donc développé 3 pistes très différentes. Un tapis tissé à partir d'une très grosse laine, quelque chose de très moelleux, confortable, qui offrait à la couleur quelque chose de très doux. J'ai développé un jacquard pour un tissu d'ameublement. La 3e piste, donc l'association de 2 tissus imprimés, un tissu opaque qui servirait de rideau et un voilage. Ces 2 tissus qu'on pourrait utiliser au quotidien, superposés ou non. Ça permettrait de créer une 3e couleur grâce à la superposition de la matière opaque et la matière semi-transparente. J'aime beaucoup la Scandinavie, les pays du Nord. Je suis très attirée par ces pays. Il y a des maisons d'édition qui me plaisent, qui m'ont inspirée. Et entre guillemets, mon travail, je le voyais bien
ancré dans leur démarche. Je suis encore en train de chercher. Je voulais qu'en fait les gens dans un territoire puissent reprendre la main et le contrôle des différents flux économiques et financiers qu'il y avait autour d'eux. Sachant que quand je parle d'économie, c'était justement, je dis économique et financier parce qu'il y avait des flux qui étaient liés à l'argent, mais aussi des flux qui n'étaient pas forcément liés à l'argent, comme du troc, de l'échange de services. Aujourd'hui, je pense que les enjeux sociaux et écologiques sont très liés aux questions d'argent en fait. Si on veut inventer des modes de vie plus durables, il faut interroger notre modèle économique. Et donc, il faut se poser la question de où va notre argent, à quoi il sert, quel type de projet il finance. L'écologie, c'est pas seulement faire des objets qui consomment moins ou conçus de manière plus légère ou plus durable, faire de l'écologie industrielle. La vraie question de fond, c'est la question de la croissance en fait. C'est la question de à quel moment les flux de consommation de la matière respectent les flux de l'environnement. C'est ça la question de l'écologie. Et aujourd'hui, si ces flux sont pas en adéquation, si on consomme trop vite toutes les ressources de la planète, c'est parce qu'on est dans un modèle aujourd'hui économique qui est basé sur un néolibéralisme et du capitalisme en fait. Le projet de diplôme, il essaye de faire une transition entre le modèle tel qu'il existe aujourd'hui et un modèle dans lequel déjà il y a une forme de démocratie directe économique où on déconcentre l'économie. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse même créer des espaces où on se sépare de l'argent. Enfin, on n'utilise même plus d'argent pour échanger et pour fonctionner en société. Il y avait plusieurs choses. Il y avait un travail sur une identité visuelle et graphique, des affiches qui permettaient de venir signaler des espaces. Il y avait un travail sur une interface, donc une application, et un travail sur des chèques-billets, des objets chèques-billets qu'on pouvait venir remplir et scanner pour échanger différents types de monnaies. Pendant que je faisais le projet, j'étais en contact avec une coopérative d'activité et d'emploi. Et aujourd'hui, je travaille avec cette coopérative. Je pense que les suites, elles vont se situer à cet endroit-là, puisqu'ils réfléchissent à mettre en interne des monnaies alternatives dans la coopérative pour échanger autrement. Être designer, c'est pas être seulement designer, c'est aussi être un peu citoyen. C'est dans les projets qu'on fait, se poser la question de quel impact on a sur le monde, quel impact on a dans la société et quel type de système on décide de soutenir ou pas en fait. Pour moi, le design n'est pas relié au marketing, n'est pas relié aux impératifs du marché, n'est pas relié au capitalisme. Ça peut être une pensée, un courant et une pratique qui est indépendante et autonome. Donc mon projet s'intitule PAR, en vol au sol. PAR étant en fait le code aéroport qui désigne la ville de Paris. Et mon projet, c'était en fait de créer une collection de textiles et de matières qui a pour but de s'implanter dans ce contexte assez particulier des aéroports parisiens. L'enjeu de ce projet, c'était de rapporter une identité de Paris, en tout cas une impression de localité dans des espaces qui m'apparaissent assez froids et génériques. Et cette identité de la ville, j'avais envie plus de la traduire par quelque chose de ténu, de sensible, et pas ce qu'on peut trouver dans des aéroports comme une image vectorisée d'un monument qui pourrait en fait être le même traitement d'une ville à l'autre. Ce qui m'a en fait donné envie de le faire, ça a été toutes les recherches que j'ai menées au long du mémoire, où je suis sortie de chez moi, je me suis baladée dans les rues, j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris des calepins pour dessiner, pour prendre des notes, et en fait toute cette analyse de la ville, qui s'est faite vraiment d'un point de vue d'architecture et de façade et d'extérieur, j'ai essayé de le travailler sur le point de vue d'un designer textile en me concentrant sur des couleurs, sur des détails, sur une grille de composition de la ville. Je suis allée voir cette exposition qui s'appelle Dust. Ça partait d'une photographie de Man Ray et de Marcel Duchamp qui s'appelle Élevage de poussière. Et cette photographie, en fait, c'est le grand verre de Duchamp qui est complètement recouvert de poussière. Et si on n'a pas le descriptif de la photo, on ne sait pas ce que c'est. C'était une exposition qui traitait de cette vue aérienne, mais c'est-à-dire qu'on avait plein d'artistes. Gérard Richter qui, par exemple, photographiait ses coups de pinceau vraiment en plan rapproché, mais la mise en situation de ces photographies et le fait est que ça soit pris en contre-plongée donnait un autre sens. On avait presque l'impression d'une topographie, d'un paysage. C'est vraiment des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire cette vue éloignée qui te fait voir quelque chose et finalement quand tu te rapproches ça révèle d'autres choses. Ça m'a permis de comprendre qu'un designer textile a sa place dans des bureaux de design, dans des bureaux d'architecture et que la couleur, le motif, le détail, c'est pas des choses qui sont en plus. Enfin, c'est vraiment des choses
qui sont importantes et qui peuvent signifier en dehors de l'enjolivement en fait. C'est vraiment ça en fait. J'avais presque un complexe en fait du designer textile qui fait du décor et voilà, il le fait bien, c'est joli. Mais en fait ce projet et ce mémoire, ça m'a permis de comprendre qu'on va plus loin que ça, qu'on est dans des significations un peu plus profondes. On a aussi cette faculté à apporter du confort, à créer des ambiances, et créer des ambiances, c'est pas anodin. Je trouve que c'est important d'apporter du sens aux matières et aussi avec du motif. Du motif, on peut créer des narrations, des histoires et révéler des choses. Voilà, c'est ce que ça m'a permis de comprendre. Donc j'ai travaillé sur un refuge de montagne et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment je pouvais habiter cet environnement, comment on chauffe un lieu qui est coupé du réseau électrique, coupé de la ville, dans un environnement un peu extrême comme ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser à des systèmes de chauffage passif et également au système de maisons bioclimatiques. La vision de base du projet qui était importante, c'était de faire un projet qui vienne utiliser toute l'énergie potentielle qu'il y a dans la montagne, le soleil, la lumière, etc. J'ai retenu une technologie qui me semblait intéressante qui s'appelle le mur trombe, qui a été inventé par Félix Trombe, qui est un physicien des années 70 à peu près, qui consiste en fait à mettre un mur en terre derrière une baie vitrée. Il va se créer un effet de serre en fait entre la vitre et le mur. C'est un mouvement dynamique comme ça de chauffage qui est complètement passif. J'ai pris contact avec Jacques Bourgoin, qui est physicien, directeur de recherche au CNRS, et on a commencé à réfléchir comment on pouvait améliorer le rendement de ce mur. Donc l'astuce que j'ai trouvée au fil des dessins, c'est d'évider le mur en faisant des réseaux de trous. Donc j'ai dessiné un système de mur facile à installer, en plusieurs parties, à partir de briques extrudées, qu'on puisse monter à une ou deux personnes, comme un mur avec des briques. Donc ça rend le principe beaucoup plus léger et peut-être plus appropriable par des architectes. Voilà. Donc aussi le fait de m'intéresser à une micro-architecture comme le refuge, ça me permettait de sortir de l'échelle de l'objet, parce que ça reste de l'atmosphère, ça reste des sensations, ça reste des matériaux, ça reste aussi de la conception au niveau du plan, au niveau de la construction. Donc tout ça, c'est des liens évidents avec le design. Et d'ailleurs, les designers que j'aime, c'est souvent des designers qui ont la double casquette avec l'architecture. Il y a de l'aura autour d'un objet, et quand on en met plusieurs côte à côte, et ben on crée un univers, une atmosphère. Et l'architecture, pour moi, c'est la continuité de ça. Je continue même actuellement dans cette voie-là, en travaillant pour des architectes. Je vois comment sont faits les plans, je vois les étapes, je vois leur façon de penser. Eux, ils sont focalisés sur l'architecture, même s'ils arrivent à avoir des réflexions très générales sur la ville, la société. Mais l'échelle du détail ou des petites choses, c'est des éléments avec lesquels ils ne sont pas forcément à l'aise. Et c'est là où d'avoir fait du design, c'est très intéressant. C'est qu'on sait qu'on peut induire des attitudes, des comportements, des sensations avec des petites choses. Comme, je sais pas, une pente, une poignée, la lourdeur d'une porte, le son. Voilà. Mon projet s'appelle Your Death Show, donc le spectacle de la mort. Et c'est un projet qui envisage le rituel funéraire et la cérémonie funéraire d'une manière la plus contemporaine qui soit. Et voilà, c'est accompagné le projet en soi, c'est presque une sorte de direction artistique et direction événementielle. Donc ça prend vraiment la mort dans tout ce qui est à côté, en fait, le moins matériel possible. Le projet, c'est une sorte de suite logique aux mémoires et au travail autour du qu'est-ce que c'est l'esthétique du sacré, comment elle se matérialise, et comment aujourd'hui on peut en parler avec des choses beaucoup moins lourdes que ce qu'on peut voir à côté ici. Une fois que ces questions ont été réglées depuis des tonnes et des tonnes d'années, les tombes, les urnes, les monuments, etc., comment on en parle, nous, dans un monde qui se dématérialise et qui est de plus en plus... qui se déporte de plus en plus, justement, vers des choses qui sont un peu impalpables. Ce qui est un peu la mort en soi-même, quoi. C'est un truc qui est
impensable, impalpable. Donc il y avait une espèce d'aller-retour sur qu'est-ce que c'est, comment on le traduit, et en même temps, ces traductions-là, il faut aussi qu'elles soient fonctionnelles, enfin, ces allers-retours-là. Et puis il y a un film de Jodorowsky qui s'appelle La montagne sacrée aussi, qui était une grosse rencontre esthétique et intellectuelle. Et Bataille, qui a énormément écrit sur la mort et comment la mort peut se relier justement à la fête, à une forme d'érotisme, de sensualité, etc. C'est la question de l'ambiance, c'est-à-dire dans quel mood on met les gens à ce moment-là, comment, pourquoi, comment l'ambiance, justement, c'est quelque chose qui est à la fois dans l'espace mais qu'on ne peut pas toucher, c'est lié à plein de détails, et en même temps, c'est assez difficile d'en parler, quoi. Et l'idée de ça, c'était d'arriver à... Il y a une phrase de Rudolf Otto qui a été super importante pour mon mémoire, qui est un théoricien du sacré du début du siècle. Un des premiers à parler d'ethnologie sans être ethnocentriste, et qui disait l'esthétique du sacré, ça doit être à la fois fascinant et terrifiant. Et il y avait ce truc-là, en fait, le sacré, c'est fascinant et terrifiant, et du coup, esthétiquement, il fallait arriver à rendre ça, et à remettre ça aussi au goût du jour, parce qu'aujourd'hui, les choses sont vachement neutralisées, vachement blanchies, vachement... donc le projet, c'est tout le contraire, c'est même complètement délirant, quoi, voire dégueulant. Il y a un côté complètement grotesque là-dedans, mais qui, je pense, est assez proche d'une esthétique authentique du sacré, et qui, pour moi, ici, est vachement moins proche, en fait. On parlait de culture mexicaine, de couleurs, une espèce de chose qui déborde, quoi, qui est un peu, pas généreux, mais qui est, oui, c'est ça, c'est débordant, quoi. J'ai voulu explorer des matériaux rudimentaires qui sont peu utilisés par l'industrie, c'est plutôt le privilège de l'artisanat. J'ai voulu les utiliser avec des chercheurs, avec un agriculteur, avec des industriels, pour essayer d'aller vers des matériaux exploitables par l'industrie, qui mettraient donc en scène des matériaux rudimentaires pauvres, à savoir la paille, la plume et le sable. La paille, j'ai travaillé avec Martin Bellouet sur la modification d'une machine, une presse balloteuse, et du coup qui mène à l'obtention de formes variées. C'est plus simplement le pavé ou le cylindre qu'on voit habituellement dans le champ, mais c'est d'autres formes qui peuvent être considérées comme des semi-produits. J'ai développé pour mon diplôme 2 tréteaux issus de cette modification de la machine. Pour le sable, j'ai travaillé avec Annette Esnofillet, qui est responsable du process Biocalcis chez Soletange Bachy. C'est un process qui permet la solidification du sable par des bactéries. Je voulais pas me rajouter à la surexploitation du sable qui est déjà faite par l'industrie du verre et du béton. Et du coup, j'ai appliqué à des déchets industriels granulaires et solides, comme le verre pilé, comme les roches cassées. Et ça menait à l'obtention d'un matériau poreux qui présente de gros avantages sur des inserts possibles. Donc toutes ces qualités-là m'ont mené à imaginer un détecteur de fumée. Et enfin, pour la plume, j'ai travaillé à Toulouse avec Antoine Rouilly, qui est chercheur en chimie au LCA. J'ai cherché à transformer donc la kératine de la plume en matériaux plus exploitables pour l'industrie ou pour l'artisanat d'ailleurs. Ça m'a donné un matériau très qualitatif en termes d'aspect. Ça m'a porté à l'amener vers une dimension plus personnelle, et j'ai choisi de faire de la lunette sur ce projet-là, avec la plume. J'ai voulu aller en amont de l'objet, en amont du cahier des charges, et rencontrer les gens qui permettent l'élaboration finalement de matériaux que nous on utilise par la suite. Ce qui m'a plu, c'est surtout les rencontres finalement. On voit les choses se faire, on se confronte aussi à l'expérimentation, il y a des ratés forcément, et on voit peu à peu le résultat qui arrive et qui surprend parfois, mais qui va des fois aussi au-delà de nos espérances. Un autre gros point positif aussi, c'est quand un partenaire nous dit oui, finalement, c'est super gratifiant. On voit que notre travail intéresse des gens qui sont dans la vie professionnelle, et on voit que ça dépasse le simple projet étudiant. C'est que c'est une réalité industrielle, et ça, c'est super encourageant.
J'ai décidé de faire ce master parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant 5 ans comme architecte sur des projets de scénographie et d'architecture retail. Ça m'a donné envie de trouver une formation qui me permette de développer un peu plus la conception architecturale en intégrant les nouvelles technologies à ma pratique professionnelle. Pour les projets que j'ai développés à l'ENSI cette année, je suis partie d'un environnement architectural et du concept d'haptique, c'est-à-dire la perception tactile et la perception kinesthésique. Et j'ai travaillé sur un dispositif démonstratif que j'ai appelé Vestigium et qui en fait crée une empreinte matérialisée par la déformation d'une surface. Cette empreinte s'est créée à travers les touchés et les mouvements de l'usager dans l'espace et elle répond aux notions de propagation, accumulation, pression et éphémère. J'ai conçu ce dispositif comme une réflexion et une prise de conscience de notre présence dans l'espace et dans les parcours architecturaux. Ces projets naissent de mes expériences précédentes et du mémoire que j'ai réalisé dans la première partie de l'année, qui traite du parcours humain dans la pratique des conceptions architecturales. À partir des conclusions que j'ai tirées de ces mémoires, je me suis progressivement intéressée à la présence de l'usager dans l'espace et aussi à son expérience. Cette présence laisse toujours une empreinte et cette empreinte nous laisse deviner ce qui a eu lieu précédemment dans un espace. Ça peut être un parfum, un bruit de porte qui se ferme, des empreintes des pas sur un sol, un rideau qui bouge. Les empreintes nous parlent des gens et de leurs relations avec l'espace. Le temps du diplôme, ça a été très intense, surtout les 2 derniers mois où il y a eu des moments de blocage et aussi des frustrations. Mais avec les soutiens des autres étudiants des masters et aussi des chefs d'atelier, je pense que j'ai réussi à mener mes expérimentations jusqu'au bout. Au fil du projet, j'ai pu faire beaucoup de rencontres qui ont nourri l'élaboration de mon diplôme. Ça m'a permis aussi de débuter dans l'électronique et dans la robotique et d'apprendre des pratiques de conception différentes à celles que j'utilisais en tant qu'architecte. J'ai travaillé sur ces projets de façon expérimentale en partant d'un concept très poétique. Dans un premier temps, mon envie, c'est du coup de donner un usage précis au système que j'ai élaboré lors de mon projet. J'aimerais reproduire les concepts de mon diplôme, mais cette fois-ci à une échelle bien plus grande et avec des moyens technologiques plus poussés. Ça faisait 20 ans que je travaillais dans un grand groupe en tant qu'ingénieur spécialisé dans les nouvelles technologies. J'avais envie d'orienter un peu plus ma carrière sur le design. Je pratique énormément la musique, je fabrique moi-même mes instruments que je développe, que j'invente. Et j'avais besoin de rattacher à tout ça un peu une vraie dimension de design. Je suis arrivé à la décision de me fabriquer un outil pour m'aider à dessiner. J'ai découvert la robotique, donc on appelle la drobotique maintenant, les robots qui vous servent à créer des arts dessinés. Le gros but était de développer un robot utilisable par tout le monde. L'année passée à l'ENSI, s'il faut en retirer un mot, c'est intense et court, très très court. Beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de moyens dans tous les ateliers qui sont à notre disposition, beaucoup de profs prêts à vous aider. Le travail qui vous est demandé est à la fois très personnel, mais c'est un travail qu'il faut pouvoir rendre universel. Et à la formation continue, on m'a proposé de venir animer un workshop sur un domaine que je maîtrise plutôt pas mal, qui est le prototypage rapide, notamment Arduino. Ça m'a ouvert un peu les yeux sur ce que je souhaitais faire derrière. Le design, c'est ce que j'aime, c'est moi. Mais j'ai trouvé quelque chose que j'aimais encore plus, c'est le transmettre. Ce n'était pas ce à quoi je me prédestinais avant d'arriver à l'ENSI. Je suis aujourd'hui enseignant. À la suite de ce master, j'ai été recruté par l'Éducation nationale pour enseigner dans un lycée. Je peux dire que c'est grâce à ce master. After I got my research from like many websites and also talked to my friend, I feel like NC would be the greatest platform to expand my knowledge for like design methodologies. Since university, I work something with sculpture, and I also use mathematics to like explaining how my mind is. My project starts from how can I use mathematics to translate Buddhist idea, because actually I feel like Buddhism is quite logic. It's not something about belief. I choose meditation object because I feel
I always believe that when people have concentration, they can make everything better in their life. For my project, I want to explain about the idea of impermanent. I choose a meditation object because it's quite easy to explain, allow you to understand what happened to your mind at that time when you meditate. So I use chaplet to help you meditate. And there is sleep motion to capture your gesture when you count the chaplet. The time of diploma is quite struggle because the education misscheduling sort of affect a lot from our timetable. Everything, it was my first time. For example, I never code in my life, so I have to code here. I never programming, and my cousin helped me a lot, and also CV and Simon and everyone. For the wood atelier, I never do all the wood by myself. I can conceptualizing all my work by my own and researching alone. And the good thing is I realized that how many resources I have. I want to exhibit my project. I want to make it in exhibition, maybe in some gallery or museum, but I know it's hard. It has to develop a lot, but it's a very good start to make me explore something, and it can be more and more and deeper and deeper. J'ai décidé de faire ce master parce qu'en tant qu'étudiante en architecture, je me suis toujours intéressée au design. Et le choix de l'ENSI, c'est tout simplement parce que c'est une école qui va au plus proche de la matière et du faire. Mon projet de master à l'ENSI, il s'agit en fait de la conception d'un espace dédié aux jeunes enfants contenant des outils numériques. Le but principal de ce projet est de changer l'approche de l'enfant face à l'outil numérique, qu'il ait une attitude active. Et donc pour cela, j'ai conçu en fait un dispositif un mobilier qui va pouvoir s'intégrer dans les classes d'école maternelle et qui va permettre en fait de mettre en place toutes les applications que j'ai pu concevoir avec les enseignants sur du numérique actif. Les éléments déclencheurs du projet, d'abord toutes les rencontres que j'ai pu faire lors de l'écriture de mon mémoire avec tous les professionnels de la petite enfance. Et ensuite, il y a eu vraiment le passage où je suis allée voir les enfants à l'école. Le temps du diplôme, ça a été une période assez intense. Il y a eu tout un travail de recherche sur savoir qu'est-ce qu'allait être mon projet. Ensuite, j'ai décidé à la fois du contenu du projet au niveau du numérique et ensuite de la forme qu'il allait prendre au niveau du dispositif. Et cette forme, j'ai eu la chance de pouvoir la construire à l'ENSI. Je les ai testées en classe. Et ensuite, j'ai eu un retour d'expérience qui m'a permis d'établir des conclusions sur le projet. L'exercice du diplôme, pour moi, ça a été surtout riche en rencontres. J'ai rencontré énormément de personnes, qu'il s'agisse à la fois des professionnels de la petite enfance ou des professionnels de l'ENSI autour du numérique ou de la matière. Ce projet, il a remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Déjà, premièrement, je me suis dit que le métier d'architecte tel qu'il est conçu aujourd'hui n'était peut-être pas fait pour moi, que j'étais plus sur des questions d'usage et d'usager. D'aller vraiment dans le design et dans l'objet, c'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental aujourd'hui. J'ai choisi ce master à l'ENSI pour poursuivre mon projet de diplôme que j'ai commencé à l'Institut supérieur des arts appliqués de Paris. C'était un travail sur la recherche d'un matériau en algues. L'idée est de recycler les algues qui envahissent les plages de Bretagne pour en faire un matériau viable pour le design ou l'archi d'intérieur. Mon projet Alga est un work in progress sur la matière algue. Il se compose de 3 parties. La première est une démarche artisanale dont le but est de tester l'algue avec différents liants pour en faire un matériau composite et tester ses résistances mécaniques. La deuxième partie, je m'intéresse à la composition intrinsèque de l'algue pour en faire un matériau biodégradable et 100% algue grâce à un process industriel, le moulage haute pression. Et dans la dernière partie de mon diplôme, je travaille sur l'algue en tant que matière vivante et sur le phénomène de bioluminescence des algues. Suite à l'écriture de mon mémoire axé sur l'éco-conception et le biomimétisme, j'ai voulu être acteur de toutes les étapes du cycle de vie de mon matériau. De l'extraction de la matière, au transport, à la transformation, jusqu'à la fin de vie de mes objets.
entre artisans gouémoniers, ingénieurs, chimistes et biologistes, la collaboration avec d'autres corps de métier a été essentielle au développement de mon projet. Donc le temps du diplôme s'est partagé entre expérimentation, collaboration avec les partenaires, jusqu'à définir des applications pour mon nouveau matériau. Le diplôme m'a permis de positionner ma démarche en tant que designer. Il m'a permis également un apprentissage et un partage de connaissances avec les différents corps de métier qui m'ont entouré. Ce travail de recherche est prospective et il demandera encore plus d'approfondissement et de continuer à collaborer avec mes différents partenaires jusqu'à obtenir un matériau idéal. À long terme, l'idée serait aussi d'intégrer un service pour obtenir une économie circulaire et locale en Bretagne. J'ai décidé d'intégrer le master création et technologie contemporaine à l'ENSI parce qu'en tant qu'artiste plasticienne, j'étais arrivée à un stade de mon travail où j'avais envie de développer dans le processus plastique et plus particulièrement pour moi l'utilisation de la technologie, c'était de le prendre sous l'angle du procédé scientifique. Le projet que j'ai développé dans le cadre de ce master est c'est une installation sonore et plus particulièrement un dispositif synesthésique qui permet de contrôler des formes visuelles et graphiques par la voix humaine. Je suis partie d'un phénomène physique qui s'appelle les figures de Chladni, qui sont en fait la possibilité de créer des formes par la vibration. En termes de forme, je me suis inspirée de tout ce qui avait un rapport avec le son et qui était notamment la voûte de l'architecture romane, de grottes où beaucoup d'études ont été faites pour montrer que les grottes peintes, aux endroits où la peinture était encore présente, étaient des endroits où la résonance était la plus forte, et de la cavité utérine, parce que in utero, le premier sens structuré, c'est le son. J'ai travaillé sur les possibilités de résonance du carbone, après avoir fait plusieurs tests sur différents métaux, parce que l'intuition que j'avais, c'est que le carbone étant présent partout dans le vivant, il y avait forcément une réponse par la vibration qui allait être intéressante, et ça a été le cas. Une fois la forme travaillée, construite et définie, il me fallait travailler sur une interface numérique qui allait permettre de contrôler la modulation de la voix qui devient véritablement l'outil qui permet de dessiner. Pour moi, le mémoire a été vraiment le moment qui m'a permis de prendre du recul par rapport à mon propre processus de création. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est de m'obliger à me pencher sur ce processus d'écriture de création, d'en arriver avec le projet à une vraie pratique de recherche. De mon côté, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien anticiper les choses. J'aime pas travailler dans l'urgence. Donc j'ai quand même abordé l'année avec une espèce de rigueur, je dirais, dans le planning que je m'étais fixé. Et du coup, j'ai pas eu de gros moments où je me suis sentie perdue. J'ai vraiment pu toucher du doigt ce que voulait dire initier une pratique de recherche, un protocole de recherche dans un processus plastique.